La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de Café Philo. J'aimerais remercier tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir ce soir à Port-au-Prince. J'aimerais aussi saluer les téléspectateurs de Télévision Caraïbe, chaîne 22, et tous les gens qui nous regardent via l'Internet sur YouTube. Donc, comme mentionné précédemment, cette édition de Café Philo a été organisée en partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie, l'AUF. Elle a plus de 31 ans en Haïti et aussi, c'est pour souligner, comme mentionné précédemment, le 20 mars, la Journée internationale de la francophonie pour célébrer le français à travers le monde. Donc, comme à l'habitude, je demanderai à tout le monde de se lever pour entonner l'hymne national haïtien, la Dessalinienne. Le pays pour les ancêtres, marchons unis, dans nos points de maître, du sol soyons un maître, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, notre passé nous crie, ayez la baguette, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie. Donc, poursuivons avec l'autre partie de la tradition de Café Philo, c'est-à-dire nous allons écouter la chanson fétiche de Café Philo. Donc, la chanson fétiche est Hasta Siempre de Julio César Barbosa. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia
Guevara. Tu amor revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Pour débuter, pour la discussion sur l'analogie dans le processus de lexicalisation et sémantisation en créole, je laisse la parole à M. Lenny Rochambeau. La parole est à vous. Merci Véronique. Je suis content d'être ici ce soir pour parler de ce projet et les travaux qui ont été réalisés. Bien sûr, ce projet financé par l'Agence universitaire de la francophonie, en partenariat, on l'a réalisé bien sûr, en partenariat avec l'Université Paris 10, professeur Jean-François Gendillou, et l'Université des Antilles, professeur Frédéric Ancio. Et moi, je suis le coordonnateur de ce projet et je souhaite profiter de cet espace pour dire merci à l'AUF d'abord d'avoir cru dans ce projet et aussi à notre doyen, professeur Renaud Gauvin, directeur du LANCC, d'avoir accepté ce projet et que je le réalise dans ce laboratoire. Et aujourd'hui, on est ici dans un exercice de restitution des résultats des travaux menés depuis 2 ans. Et c'est le début de la vulgarisation de tous les résultats qu'on a eus. De toute façon, on aura l'occasion de faire d'autres exercices de restitution et de vulgarisation. Analogie dans le processus de lexicalisation et de sémantisation en créole. Le mot créole est écrit au pluriel. Cela dit, ça concerne 4 créoles, ou du moins 4 langues, parlées par les Haïtiens, bien sûr, par
nos voisins guadeloupéens, martiniquais et guyanais. Alors, de quoi je dois vous parler aujourd'hui? Une petite mise en contexte de la notion de l'analogie. Bien entendu, dès lors qu'on parle de l'analogie, à des gens qui viennent de la philosophie, de la littérature, de la linguistique, du droit et de la psychologie, bien sûr, je pense que ça peut paraître quelque chose de très banal, mais le plus souvent, c'est que les choses qui paraissent banales sont le plus souvent plus difficiles à traiter. C'est parce que l'analogie est très, à mon sens, un petit peu banale, eh bien, elle est difficile à traiter et elle fait couler beaucoup d'encre dans le milieu des chercheurs et des intellectuels, des philosophes, etc. Nous sommes avant Aristote, ou bien à l'époque d'Aristote. Pythagore a lancé le slogan du modèle de proportion. Cela dit, c'est une équation à 4 thèmes. A, B, C et D. Il y a une relation binaire entre deux éléments couplés, A et B, C et D. A est à B, ce que C est à D. On est dans ce qu'on appelle la proportionnalité. Et à l'époque d'Aristote, à peu près la même époque bien sûr, Aristote a défini l'analogie. Et on a bien compris que l'analogie était réservée à une petite minorité. On l'a défini comme étant une sorte de Finistère. Encore une autre analogie. Finistère, c'est une région de France qui se trouve dans la Bretagne, qui est tout à côté de la France. Dès lors qu'on définit l'analogie comme étant un Finistère de la pensée, cela dit, c'est quelque chose qui est dans la périphérie, qui n'est pas trop important, ou du moins, s'il est important, mais ce n'est pas quelque chose qui peut faire vibrer parce que c'est un Finistère. C'est la raison pour laquelle c'était les philosophes, les littéraires, un peu des mathématiciens qui s'occupaient de l'analogie. Et on ne parle pas trop de l'analogie en linguistique et dans d'autres domaines scientifiques. On a bien compris que l'analogie est plus que ça. Parce que si on prend le phénomène de comparaison, de mise en relation des objets, des concepts, on se rend compte que l'analogie l'analogie n'est pas seulement quelque chose qui est de l'ordre de la philosophie, de la linguistique, de la littérature, mais c'est toute la pensée humaine qui est traversée par l'analogie. Normalement, en 2013, un chercheur américain qui travaille à l'université Indiana et un chercheur français, Emmanuel Sander et Douglas Hofstadter, ils ont défini l'analogie comme étant le cœur de la pensée. Le cœur de la pensée, cela dit, partout il y a l'analogie. Et il n'y a pas de pensée sans concept et il n'y a pas de concept sans analogie. Et ce qui peut nous intéresser aujourd'hui, c'est de voir que si il n'y a pas de concept sans pensée, il n'y a pas de pensée sans concept, il n'y a pas de concept sans pensée, alors on se dit, l'analogie, elle est où dans ce débat? Le débat, c'est que l'analogie, elle est là au niveau de la pensée. Comme la pensée, elle est structurée par le langage, plus particulièrement la langue, l'analogie traverse aussi la langue. Il y a un rapport de réciprocité entre l'analogie et la langue. De même que l'analogie, elle est utile à la langue pour la structurer, pour la rendre visible, mais la langue aussi, elle a besoin aussi de l'analogie. Parce que pour héberger les processus linguistiques, pour continuer à faire des choses et essayer
de convaincre les gens et créer les thèmes, on a besoin de l'analogie. Alors, si aujourd'hui on est ici pour parler de l'analogie en linguistique, il revient maintenant de dire quelque chose sur la notion de l'analogie linguistique. Nous sommes en 1883. On a bien compris que des chercheurs, avant même que la linguistique n'ait existé, parce que la linguistique moderne a existé à travers l'ouvrage de Ferdinand de Saussure, mais avant, il y avait pas mal de réflexions sur la linguistique. Nous avons compris bien qu'un chercheur comme Hermann Parol a commencé les réflexions sur l'analogie. Après Hermann Parol, on a trouvé un chercheur américain, c'est August Whitney. Ils ont défini l'analogie comme étant un processus, quelque chose capable de faire émerger les langues et aussi de pouvoir régulariser les problèmes créés par les lois phonétiques. Les lois phonétiques, parce que la langue a besoin de l'analogie pour exister, pour émerger, pour évoluer. Et la création lexicale, bien entendu, c'est quelque chose qui est né à partir de la mise en relation d'un thème. Si Saussure, déjà, quand il a écrit, quand il a fait ses cours au Collège de France, il a posé la réflexion sur la naissance de la langue, l'origine de la langue et surtout la place de l'analogie dans la linguistique, ou du moins dans la langue. Mais avant Saussure, il y avait un débat qui opposait deux camps. C'est un débat dit axé sur les pathologies et un débat axé sur la thérapie. Certains chercheurs, linguistes, philosophes, considèrent l'analogie comme étant une sorte de pathologie. Cela dit, ça met un peu de désordre dans la langue, dans la création linguistique, et c'est le travail, ou du moins la position de Victor Henry, de Schleicher, alors que d'autres chercheurs ont réagi différemment. Ils ont compris que l'analogie n'est pas quelque chose de pathologique, mais au contraire, c'est quelque chose, c'est une thérapie. Pourquoi thérapie? Parce que l'analogie est là pour régulariser les problèmes créés par les lois phonétiques. Et c'est sûr, il va arriver après ces gens-là qui appartenaient à l'époque des néogrammériens. Les néogrammériens, justement, qui ont pris naissance à travers les travaux de Franz Bopp, l'allemand, qui a consacré beaucoup de travaux à une langue comme le sanskrit. Évidemment, dans la notion du moins dans le rôle de l'analogie dans la création linguistique et l'émergence des langues, on a bien compris selon Saussure qu'un mot naît à partir d'autres mots. Il y a les groupes de représentation. Un mot existe parce qu'il y a d'autres mots qui le soutiennent. Par exemple, si on prend pardonnable, on prend pardon. Ceci dit, effectivement, quand on a pardon, on peut avoir pardonnable, impardonnable, pardonné. Et avec le même modèle, on peut prendre sonder, insondable. Cela dit, pardon est à pardonnable ce que sondable est à insondable. Donc, il y a le phénomène aussi qui existe encore là ici, parce que normalement, quand on a coupé, découpé, rangé, dérangé, même si ce sont des emprunts français, de toute façon, nous, les Haïtiens, on utilise très bien couper, découper, ranger, déranger. Cela dit, ranger est à déranger, ce que couper est à découper. Mais ça, c'est surtout au niveau d'une création lexicale, ce qu'on pourrait appeler une analogie dérivationnelle fondée sur la forme. Mais c'est plus que ça l'analogie. Dans la vie, dans la vie quotidienne, on ne fait que des analogies. Parce que comment Douglas définit l'analogie? Il a dit c'est l'élan vital qui fait vibrer le cœur de la pensée. Et le cœur de la pensée n'est rien d'autre que la catégorisation. C'est quoi? Tout petit, quand on vient au monde, normalement on commence à faire des catégorisations. Parce que le monde est mélangé devant nous. Il
il faut essayer de catégoriser pour mettre un peu d'ordre. Eh bien, on procède par analogie. Parce que pour faire la catégorisation, on a besoin de cet élan qui nous permet de ranger, de sélectionner, de diviser, etc. Dans la vie, on ne fait que ça. Si aujourd'hui j'ai dit, le président, c'est le pilote d'Haïti. Ah ouais, un président, le pilote d'Haïti. Jovenel Moïse, le pilote d'Haïti. Jovenel Moïse, pilote d'Haïti. Haïti, ce n'est pas un avion. Jovenel Moïse, ce n'est pas un pilote. Mais il représente en quelque sorte ce que le pilote peut faire à un avion, c'est qu'il le fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il dirige le pays, il gouverne le pays. Il a les gouvernants de ce pays. Cela dit, on a une sorte de relation qui existe entre deux thèmes, mais qui ne sont pas forcément identiques à la base. Au niveau sémantique, les mots ne sont pas pareils, mais il y a une sorte de mise en relation. Et l'analogie, ce n'est pas uniquement un rapport sur la ressemblance, c'est un rapport sur la ressemblance dissemblable. Cela dit quoi? On a de toute façon deux éléments qui, au préalable, n'ont rien à voir en termes de relation sémantique, mais quand on les met en relation, on se rend compte que ça nous permet de trouver un sens. Et le sens, il peut être un sens minuscule, mais le fait d'avoir, même si on a plusieurs, 4, 5, 6 sens, mais le fait d'avoir un point commun, là, on crée quelque chose qui fait le sème commun. Là, on crée une analogie. Alors, je pense que sur cette question, nous, ce qui nous a surtout intéressé, c'est de voir que notre langue, le créole, qui a émergé à une époque, on va dire, historique, particulière dans la vie des peuples, surtout les peuples noirs, qui a émergé, on a d'autres créoles qui ont émergé, et il y a une façon que cette créole dont cette créole a pris naissance. Et cette façon-là, le plus souvent, on revendique la question historique, la question de la traite des Noirs. Mais je pense qu'il y a aussi le côté cognitif. C'est que l'être humain, il est capable de trouver des situations, même si dans la difficulté, pour pouvoir s'en sortir. Et c'est de ce principe-là, en linguistique, les Haïtiens, du moins les esclaves qu'ils étaient avant d'être Haïtiens, ils ont su forger un moyen de communication à travers des éléments, effectivement, les éléments linguistiques, la langue des colons et la langue africaine, et les langues africaines, bien sûr, mais aussi il y a cette potentialité cognitive. Cette potentialité cognitive qui nous permet, nous, de pouvoir trouver les moyens pour écrire, pour penser, et puis pour changer et même élaborer nos pensées. Comme je suis arrivé à la question du créolistique, j'ai dit un tout petit mot. Après, je souhaite passer la parole à mon collègue Renaud pour approfondir davantage sur cette question. La créolistique, comme vous le savez déjà, ou bien si vous ne le savez pas, aujourd'hui vous le saurez, c'est que c'est une branche de la linguistique générale qui s'occupe de l'étude des créoles. En gros, quand je dis des créoles, ce n'est pas seulement les créoles qui ont une certaine proximité lexicale et terminologique avec le français, mais presque tous les créoles, ou du moins toutes les langues qui ont pris naissance dans cette situation, dans cette circonstance particulière. Alors, je pense que le débat va continuer, mais je souhaite passer la parole à... Je vais remettre la parole à Véronique, qui pourra, elle, faire ce qui lui semble bon. Merci beaucoup. Bon, vous avez la permission. Donc, oui, Monsieur Renaud Gauvin, si vous voulez enchaîner, vous avez quelques propos. Veuillez procéder. Merci Véronique, merci chers collègues, bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs. Et c'est avec un grand plaisir que je prends la parole dans le cadre de cette présentation, en particulier au nom du LANGC, c'est-à-dire le laboratoire Langue, Société et Éducation que j'ai l'honneur de diriger aux côtés de mon collègue Ochamboleni, puisque lui est responsable d'Axe aussi. Et c'est dans ce cadre-là que ce projet a été financé par l'AEF, dont on présente aujourd'hui un certain nombre de résultats. Il faut dire que cette manifestation est la deuxième d'une série qui compte se suivre pour pouvoir non seulement parler de l'analogie, mais montrer comment l'analogie se manifeste dans les langues et comment l'analogie se manifeste particulièrement dans le fonctionnement des créoles. Et si j'ai le temps,
Je prendrai 2 ou 3 minutes tout à l'heure pour expliquer comment les créoles sont nés à partir d'un processus analogique et malheureusement comment aussi toutes les études de la créolistique sont un peu à côté de l'analogie, étant entendu bien évidemment que le processus en soi est analogique, même si le nom n'est pas cité, mais je vais vous montrer un peu plus tard, les créoles sont fondées sur une base analogique. Et mon collègue Ochambo a déjà remercié l'AEF qui a permis à cette étude de voir le jour. Et bientôt, mon collègue Ochambo ne l'a pas encore annoncé, il y a les actes qui vont être disponibles et nous l'espérons dans moins d'une demi-année. Alors, je commencerai par dire que, Ochambo l'a dit, je me permets de le reprendre, que la langue en soi se construit selon un processus analogique. Et je vais pour commencer me concentrer sur le mot langue. Regardez le mot qui sert à conceptualiser cet outil de communication auquel nous donnons le nom de langue. Étant donné que la langue, cet organe charnu que nous avons dans la bouche, c'est l'organe le plus important qui permet de parler, la langue, c'est-à-dire le moyen de communication, se voit attribuer ce mot pour se désigner. On peut me dire, mais ça ne marche pas, parce que quand je passe dans une autre langue, la réalité va être tout autre. Bon, restons à l'anglais, par exemple. L'anglais va plus loin. L'anglais se sert du mot language, par exemple, pour désigner le mot langue, et le même mot sert à désigner le mot langage. Étant entendu que la langue, c'est une espèce de c'est la manifestation la plus palpable du langage. Le langage peut être entendu comme étant l'enveloppe qui permet de pouvoir s'exprimer, et c'est une faculté qui nous permet de pouvoir parler et de pouvoir apprendre une multiplicité de langues. Mais si on prend la langue dans sa manière de fonctionner, dans sa conceptualisation générale, il y a lieu de comprendre que la langue est analogique. En dehors de l'appellation même langue par rapport au fait que la langue constitue l'organe le plus important, mais voyons comment les langues fonctionnent. Toutes les langues fonctionnent à partir d'un mécanisme qui peu ou prou est semblable, peu importe la langue prise en considération. C'est pour ça, les linguistes en général, ils parlent de ce qu'on appelle les universaux linguistiques, et dans universal, vous voyez le mot univers, c'est-à-dire un ensemble de faits linguistiques qui sont censés être pareils ou presque dans presque toutes les langues du monde. Et les universaux linguistiques se divisent au nombre de 3. On parle dans un premier temps d'universaux conceptuels, c'est-à-dire un ensemble de manières de vivre le monde à travers une langue donnée. Prenons l'exemple de la négation. Il n'existe pas une seule langue qui ne possède pas le concept de négation, c'est-à-dire il n'existe pas un seul outil de communication de type langue dans lequel on ne soit pas capable de dire ce qui est et ce qui n'est pas. Et ça, par exemple, pour ne prendre que cet exemple-là, c'est un universal qu'on rencontre dans toutes les langues du monde. Un deuxième, prenons par exemple les universaux fonctionnels. Et toutes les langues, par définition, depuis Ferdinand de Saussure, que mon collègue a évoqué tout à l'heure, je rappelle très brièvement que Ferdinand de Saussure est réputé pour être le père de la linguistique moderne, même si, bien évidemment, beaucoup d'études à prétention linguistique se sont menées bien avant Ferdinand de Saussure. On pourrait, par exemple, citer un russe qui s'appelle Lev Vladimirovitch, par exemple, qui a produit toute une série de réflexions sur la phonologie, en particulier du russe, mais qu'on pourrait extrapoler sur un certain nombre de langues européennes. Lui, il est un prédécesseur de Saussure, mais son nom n'a pas toujours été mentionné comme parmi ceux qui ont conduit les études qui ont précédé Ferdinand de Saussure. Mais les travaux de Ferdinand, eh bien, c'est curieux, Ferdinand de Saussure n'a pas publié de livre. Donc, ses cours, comme mon collègue vient de le dire, qu'il a donné au Collège de France, vont être publiés 3 ans après sa mort. Il est mort en 13 et ses cours de linguistique vont être publiés par 2 de ses élèves en 16, c'est-à-dire en ouvrage posthume. Et là, la double articulation depuis Ferdinand de Saussure, et ça va être repris par André Martinet dans son fonctionnalisme en linguistique, c'est l'une des caractéristiques définitoires même des langues. En quoi consiste la double articulation? Donc, il y a une première articulation qui concerne la combinaison de mot à mot pour
pour former des phrases, des énoncés. C'est ce que, depuis le début de ma prise de parole, que je fais. Je ne fais que combiner les mots entre eux pour former des phrases qui sont censées avoir un sens que vous comprenez. Et la deuxième articulation, c'est la combinaison des sons entre eux. Ceux qui font la linguistique vont parler de phonèmes, c'est-à-dire on combine les sons les uns avec les autres pour former des mots. Ça, c'est la deuxième articulation. Et par la suite, on va combiner les mots les uns avec les autres pour former les énoncés. Ça, c'est la première articulation. Et la double articulation est tellement importante dans les langues que toutes les langues du monde peuvent se contenter d'un nombre extrêmement fini de phonèmes. Maintenant, j'emploie le terme pour ne pas dire son, ne dépassant pas 4 dizaines. Ça dépend des langues. Le créole en a 33, le français en a 36, l'anglais en a 40, un peu plus. Ça dépend de la variété d'anglais prise en considération. L'anglo-américain en possède beaucoup plus que l'anglais britannique, etc. Beaucoup moins peut-être, par exemple, le français. J'ai dit que le français a 36. Le français québécois en a plus parce qu'en français québécois, il y a un certain nombre d'éléments que nous ne retrouvons pas généralement dans ce que je me permets moi-même d'appeler le français général. Je n'emploie pas le terme de français standard parce que linguistiquement, je ne sais pas ce que c'est qu'une langue standard. Parler d'une langue standard, à mon sens, c'est se situer socialement, c'est prendre parti. C'est dire, pour commencer, je reconnais qu'il existerait quelque part une communauté qui est considérée comme étant une communauté centrale autour de laquelle viennent se tourner un ensemble d'autres communautés que du coup je considère comme des communautés périphériques, alors que cette communauté-là, c'est une communauté centrale autour de laquelle viennent, c'est comme une espèce de rapport galactique entre un centre et un ensemble de périphéries. Moi, je refuse de voir les langues de cette manière-là. Moi, je parle, par exemple, le Café Philo de ce soir, c'est me semble-t-il, un bon exemple de francophonie parce que ça permet d'exhiber toute une communauté d'accents. J'ai mon accent de français haïtien, Véronique a son accent de français québécois et Ochambeau, avec moi, nous partageons le même accent. Donc la double articulation, c'est ça que ça a comme utilité. Ça permet, à partir d'un nombre extrêmement fermé d'éléments, de former un nombre, je ne dis pas infini, mais je dis indéfini de mots. Pourquoi je ne dis pas infini? Les langues comprennent toutes des mots en nombre fini. Pourquoi je dis défini? C'est justement parce qu'il y a un certain nombre de facteurs qui entrent en ligne de compte qui font véritablement qu'on peut à un certain moment ne pas pouvoir dire avec exactitude le nombre de mots qu'il y a dans une langue. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui sortent, il y en a qui entrent. Et ceux qui sortent peuvent à un certain moment refaire surface. Si vous me permettez, je vais revenir au troisième type d'universaux qui va être l'universal méthodologique. Je me permets de m'arrêter sur un mot qui a vécu en créole, qui a disparu et qui a réapparu à un certain moment. C'est le mot tanga. Le mot tanga, c'est un mot arawak. C'est un mot qui désigne ce qu'aujourd'hui on appelle pagne, c'est-à-dire cette espèce de vêtement que portaient les indigènes. Je ne parle pas d'Indiens parce qu'en réalité, il n'y a pas eu d'Indiens en Haïti. Ça, c'est un autre débat parce que Christophe Colomb a confessé s'être trompé en croyant qu'il avait abordé les côtes de l'Inde et les gens qu'il avait rencontrés en Haïti, en Amérique de manière générale, ces gens-là lui présentaient une espèce de phénotype qui se rapprochait de ce qu'il avait en tête comme caractéristique des Indiens. Il a cru être arrivé aux Indes. C'est une parenthèse que j'ai fermée, donc il n'y a pas véritablement eu d'Indiens. C'est pourquoi, par exemple, quand on parle de langue amérindienne, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Je peux seulement croire que ça peut renvoyer aux langues indigènes d'Amérique, comme par exemple au Québec, il en existe encore. Et c'est un mot valise, c'est-à-dire un mot qui est formé de plusieurs mots. Quand on prend amérindien, on voit Amérique, on voit indien. Et ça se fonde sur deux éléments qui nous sont importés. Déjà, Christophe Colomb nous a apporté l'appellation indien et Amerigo Vespucci a baptisé le Nouveau Monde de son propre nom. Amerigo, bon, certains disent Vespucci ou Vespucci, ça revient du même mot pareil. C'est un navigateur italien qui est arrivé une année ou deux, ça dépend des historiens, après Christophe Colomb, et qui a fourni une description des Amériques relativement plus complète que Christophe Colomb, si bien qu'on pense en général qu'il pourrait avoir été celui qui a découvert le premier Amérique ou les Amériques, c'est pas Christophe Colomb. Donc je reviens au mot tanga. Le mot tanga a servi à un certain moment pour désigner ce que je viens d'exprimer là, c'est-à-dire cette espèce de jupe que portaient et les hommes et les femmes pour cacher uniquement leur sexe. De quoi c'était fait? C'était fait de paille. Alors je dis pagne, je dis deux mots, mais c'était fait de paille et il y avait une espèce de corde entourant la ceinture justement pour boucher le sexe. Et à un certain moment, cette expérience a disparu parce que les gens ont commencé
vu, le mot existe parce que l'expérience existe. D'où un premier élément d'analogie. L'analogie par rapport à l'objet, et l'objet appelle une façon de l'appeler. C'est vrai qu'il n'y a pas de rapport motivé. C'est pour ça que les linguistes parlent, par exemple, d'arbitraire du signe. C'est-à-dire que le rapport qui lie le mot chemise à sac que je porte, le rapport est tout à fait arbitraire. Il n'y a rien qui dit qui prédestine le mot chemise à désigner un vêtement que peut porter un homme ou aujourd'hui une femme, d'autant qu'il y a aussi des chemises de femmes et des chemises d'hommes. Je ne vais pas entrer dans cette dynamique. Maintenant, le mot tanga est revenu en créole pour désigner ce qu'aujourd'hui nous appelons bonne-vente, c'est-à-dire un morceau de tissu très dur dont les femmes se servent pour empêcher que leur ventre devienne ou reste gros après l'accouchement. Et ça a disparu parce que le tanga, avec cette acception, a disparu pour laisser sa place à bonne-vente. Et aujourd'hui, je ne suis pas très sûr qu'on parle de bonne-vente encore. Il doit y avoir un autre terme. L'EMFIM à comprendre. Il doit y avoir un autre terme pour désigner ça. Et aujourd'hui, le mot tanga, je dis aujourd'hui, il y a une bonne vingtaine d'années, revient sous une autre acception. Maintenant, essayons de voir le mot tanga aujourd'hui, pas le mot en soi, la réalité qu'exprime le mot tanga et la réalité que le mot a exprimé au départ. Je suis certain que vous allez voir l'analogie, à savoir cette espèce de petite corde qui servent à pendre les morceaux de paille, si vous voulez, pour cacher le sexe de l'homme ou de la femme. Aujourd'hui, ce n'est plus exactement la même chose, mais on voit quand même l'analogie de cette cordelette même qui sert justement à tenir le sous-vêtement pour cacher le sexe de la femme. Voici un exemple d'analogie. C'est une façon de montrer que l'analogie, nous vivons avec et ça guide notre façon de voir le monde. Et ce n'est pas pour rien que le titre même de ce livre qu'a évoqué mon collègue Ochamboleni, c'est que l'analogie est le cœur de la pensée. C'est l'analogie qui fait vibrer la manière dont nous appréhendons le monde. D'où il y a une relation très étroite entre les représentations de manière générale et l'analogie de manière particulière, dans la mesure où l'analogie, pour s'exprimer, procède des représentations. Maintenant, je reviens au dernier type d'universal, à savoir les universaux méthodologiques. C'est qu'il existerait, dans la manière d'étudier et de décrire les langues du monde, une forme qui pourrait être applicable à toutes les langues du monde. D'où, pour résumer, les trois types d'universaux qui existent. Et ces trois types d'universaux procèdent absolument, il n'y a pas, personne ne me dira certainement pas le contraire, procèdent de l'analogie. Et l'analogie en soi permet même à la technologie d'avancer dans la mesure où si, par exemple, vous imaginez la manière dont on construit une parabole. La parabole, comment vous le voyez, comment vous la voyez, ça prend la forme de l'oreille humaine. Généralement, je ne peux pas me permettre d'installer la parabole chez moi, je dois faire appel à un spécialiste parce que c'est lui qui sait comment installer. Vous voyez, ça prend la forme de l'oreille humaine. Regardez comment fonctionne un ordinateur. L'ordinateur fonctionne exactement ou presque comme le cerveau humain. Bien évidemment, la différence est énorme parce que le cerveau humain est capable de stocker et de reproduire les informations alors que le cerveau de l'ordinateur est capable de stocker mais pas de reproduire. C'est pour ça qu'il y a l'expression garbage in, garbage out. Ce qu'on met dans l'ordinateur, c'est ça qu'on peut extraire alors que la pensée humaine est capable à l'infini de se produire, de se reproduire et de produire. Si on regarde par exemple le moteur d'un véhicule, ça fonctionne à partir de l'analogie du cœur humain. Pour fonctionner, le cœur a besoin d'être en bonne santé pour pomper le sang dans le reste de l'organisme. Et ce qui va permettre au moteur de fonctionner, c'est aussi un élément qui est très analogue avec le sang. C'est soit le carburant, le gaz si nous voulons bien, soit l'huile. Et le moteur a besoin de ces deux éléments pour fonctionner. Et le corps, en plus du sang, a besoin d'un apport extérieur aussi pour fonctionner. Ça peut être l'eau, ça peut être le jus, ça peut être n'importe quoi. Donc la vie se construit à partir de l'analogie. Maintenant, j'espère ne pas aller dépasser le temps, je voudrais m'arrêter au créole. Les créoles fonctionnent suivant un principe, ont même émergé suivant un principe analogique. Il y a un chercheur américain, mais il est d'origine, il n'est pas américain d'origine, il est anglais d'origine, il s'appelle Derek Bickerton, mais il a acquis la nationalité américaine parce qu'il a longtemps vécu à Hawaï, il a travaillé à l'université d'Hawaï.
Guyana, et c'est durant ses séjours et à Hawaï et au Guyana qu'il a commencé à émerger en tant que chercheur international dans le monde de l'archéolistique, et il est l'auteur d'une théorie très importante qu'on appelle le bioprogramme. Et le bioprogramme, que je considère comme étant une manière naturaliste d'approcher la description des créoles, ça s'explique par le fait qu'il existerait dans le cerveau humain de tout individu une espèce de programme. Vous voyez, c'est encore un mot valise. Il y a bio qui renvoie à la biologie, il y a programme, c'est-à-dire il existerait dans le système neuronal de tout individu un système qui le rend capable de pouvoir s'adapter à toutes sortes de situations linguistiques, même s'il se trouve dans une situation d'alloglossie, c'est-à-dire un environnement où la langue qu'il parle n'est pratiquée par aucun autre individu, et il va finir par créer dans son contact avec les autres individus qui forment cette communauté alloglossique pour pouvoir communiquer, parce que le propre de l'homme, c'est de communiquer. Et le plus important dans le fonctionnement des créoles, il est à remarquer que peu importe la base lexicale, ces langues-là présentent un appareillage linguistique peu ou prou semblable. Je m'en vais prendre un seul exemple pour ne pas prolonger la discussion trop loin. Par exemple, il y a ce qu'on appelle la réduplication, c'est-à-dire la réitération d'un mot dans une phrase donnée. C'est-à-dire, je prends le mot, je le répète au début ou à la fin, ou ça peut se faire de manière contiguë. En créole haïtien, par exemple, là je peux dire c'est parler, m'a parlé. Vous allez me comprendre. Pas moyen de le dire comme ça en français. Si je vais par exemple dans le créole jamaïcain, qui est un créole qui est très différent du créole haïtien, quand un jamaïcain parle, je ne suis pas capable de le comprendre parce que la base lexicale est différente. La base lexicale du créole haïtien est française, majoritairement, et celle du créole jamaïcain est anglaise majoritairement, et ça, on le comprend très facilement, c'est par les aléas de l'histoire. Et le Guadeloupéen, le Jamaïcain, lui, il va dire par exemple, il slip des slip des, c'est dormi yo abdomi là. Si je vais aux Philippines par exemple, le Chabacano, qui est une langue créole d'origine espagnole et d'origine anglaise aussi, alors un petit arrêt. Les Philippines ont été colonisées et par les Espagnols et par les Anglais, ou même les Américains, parce que les Américains ont colonisé tout récemment les Philippines. Vous savez, quand on parle des puissances colonisatrices, les États-Unis ne peuvent pas être considérés comme une puissance colonisatrice dans la mesure où les États-Unis ont eux-mêmes connu l'expérience de l'esclavage à travers, par exemple, l'extension des tentacules des Anglais sur l'ensemble de l'Amérique. Les Anglais, les Français, les Espagnols, à un certain moment, étaient, mettons, dès le XVIe siècle, au XVIIIe siècle, étaient des puissances colonisatrices qui ont conquis un certain nombre de pays, aujourd'hui on va dire latino-américains, mais à l'époque c'était de pays américains tout court. C'est pour ça, par exemple, qu'on parle d'Amérique latine, dans la mesure où il y a un certain nombre de pays dans les Amériques, je préfère dire Amérique au pluriel, qui parlent l'espagnol comme langue ordinaire de communication. Et ceci parce que ces pays-là ont été colonisés par les Espagnols. C'est pareil pour la Caraïbe. Et je profite pour rappeler que la Caraïbe a comme langue dominante les créoles. Je ne dis pas le créole. Les créoles dans la mesure où presque tous les États de la Caraïbe de l'Est où on pratique l'anglais comme langue officielle pratiquent un créole d'origine anglaise, comme je viens de le dire pour la Jamaïque par exemple. Étant entendu que l'intercompréhension, l'intelligibilité mutuelle pour les langues est établie pour un certain nombre de variétés et l'intelligibilité mutuelle ne l'est pas pour un certain nombre d'autres variétés. Et ce qui va permettre à ces langues, à ces variétés créoles de pouvoir être mutuellement intelligibles, c'est encore l'analogie. Et cette analogie peut avoir son fondement sur divers critères. Donc, par exemple, je ne voulais pas en parler parce que mon prédécesseur, mon collègue n'en a pas parlé, mais par exemple, dans ma contribution dans les actes qui vont paraître, étant donné que moi j'ai fait une comparaison entre l'haïtien et le jamaïcain, étant entendu que c'est deux créoles tout à fait différents et qu'il n'y a pas du tout intelligibilité mutuelle entre les deux langues, il y a un certain nombre d'éléments qui sont communs et ça, on peut le situer sur divers angles. Par exemple, il y a une souche commune fondée sur une racine qui a lieu avec les langues, qui a à voir avec les langues qu'ont parlé nos prédécesseurs. Ça peut être l'arawak pour la Jamaïque, l'espace qui est devenu la Jamaïque aujourd'hui. Ça peut être le taïno
aussi peut avoir sa souche sur l'écologie que nous partageons en commun. Par exemple, ici nous disons figue, nous disons bon ennemi pour un oiseau, et les Jamaïcains ils disent banana bird par exemple. Nous disons yam jaune, l'analogie peut aussi se fonder sur la couleur. Nous disons yam jaune et eux-mêmes ils disent yellow yam par exemple. Et l'analogie peut aussi avoir une valeur folklorique, étant entendu que les communautés peuvent recourir à un ensemble d'éléments folkloriques peu ou prou communs parce que un ensemble d'autres éléments les facilitent. Par exemple, nous partageons tous la mer. Une expression qui m'a attiré l'attention, c'est que ici nous disons grain de mouda en nous référant à quelqu'un qui est très brave, qui est très intrépide, et le Jamaïcain il dit, qu'est-ce que vous pensez qu'il dit? Sidman, sid littéralement graine, et man nègre si vous voulez, garçon. Donc l'analogie pour conclure là-dessus, c'est sur les créoles en particulier, c'est que en dépit du fait que ces populations aient été séparées par des dizaines de centaines de kilomètres, si on prend par exemple le créole hawaïen et le créole haïtien, en dépit du fait que les populations ont été différentes, si on considère par exemple les multiplicités d'Africains qui ont été extraits des côtes d'Afrique, qui ont été transportés en Amérique, et si on considère maintenant de l'autre côté du Pacifique ces gens-là que j'ai évoqués tout à l'heure, à savoir les Hawaïens, comment expliquer, sans passer par l'analogie, qu'ils présentent dans la manière de pratiquer le créole haïtien ou le créole jamaïcain et le créole hawaïen, comment expliquer ces similitudes sans passer par l'analogie? Bien évidemment, on peut passer par cette théorie que j'ai évoquée d'Eric Bickerton, à savoir le fait que nous soyons pourvus d'un système neuronal qui nous rend capable de nous adapter à un certain nombre de situations, et comment aussi expliquer le fait que le squelette de ces langues-là, c'est-à-dire la syntaxe, ce que les linguistes appellent la syntaxe, c'est-à-dire l'appareillage qui ordonnance les mots de manière à ce que cela fasse sens dans un ordre donné, comment expliquer que cet élément-là soit peu ou prou pareil dans les langues? C'est que il existe, qu'on le sente ou non, qu'on le comprenne ou non, dans notre façon de penser, une prédisposition qui procède des représentations et qui se manifeste dans ce que nous appelons aujourd'hui l'analogie, et c'est ça qui fait que nous puissions nous faire comprendre lors même que nous ne partageons pas la même langue. Arriver dans une communauté où vous ne parlez absolument pas la langue des autres, je suis certain que vous n'allez pas mourir de faim, je suis certain que vous allez pouvoir demander à aller aux toilettes, je suis certain que vous allez pouvoir demander à faire les besoins les plus élémentaires. Et qu'est-ce qui nous rend capable de faire ça? C'est d'abord le langage, et ça se manifeste comment? Ça se manifeste par l'analogie. Par exemple, comment dire à quelqu'un dont on ne parle pas la langue qu'on a besoin d'aller aux toilettes? Vous allez faire une grimace, ne me demandez surtout pas de faire, mais vous allez finir quand même par faire. Qu'est-ce qui va faire comprendre à l'autre de déceler? Qu'est-ce qui va lui faire comprendre que c'est exactement ce que vous lui demandez? C'est cette prédisposition-là dont il est pourvu et qui s'active dans un contexte donné et qui permet d'établir un système de communication. Je vous remercie. Donc, sur ces propos fort intéressants, j'aimerais quand même redonner la parole à Dr Rochambeau qui va pouvoir expliquer un peu plus en profondeur son étude. Oui, bien évidemment, comme on l'a bien expliqué, l'analogie, elle est omniprésente au sens où, dans le langage ordinaire, dans toutes les banalités, on trouve l'analogie. Même si on va dans la science, le scientifique, quel qu'il soit, mathématicien, chimiste, biologiste, physicien, pour faire ses recherches, ils ont besoin de créer un métalangage. Chez nous, en linguistique, on crée un métalangage. Il y a tout un ensemble de mots pour pouvoir communiquer entre les collègues, entre eux. Et à partir de ce métalangage, on est capable de construire tout un ensemble de connaissances. Ça, c'est pour le langage scientifique. Mais pour le langage ordinaire, le commun, entre guillemets, le commun des mortels, il crée aussi quelque chose. Il a cette capacité
capacité de pouvoir se donner les moyens de transmettre ses idées. Si on parle de pensée, il y a quand même une mauvaise impression de croire que la pensée appartient uniquement aux gens lettrés. C'est comme si les gens qui ne sont pas intellectuels, entre guillemets, ils n'ont pas de pensée. Or, c'est faux. La pensée existe partout. Dès lors qu'on est capable de faire des catégorisations, de structurer quelque chose pour se faire comprendre, ou du moins pour comprendre l'autre à partir d'un langage qui n'est pas un langage articulé au sens linguistique du terme, on est dans ce qu'on appelle la pensée. Et c'est à partir de cette réalité qu'on a organisé un colloque, ou du moins des journées d'études, et de ces journées d'études sortiront un ensemble d'articles. Et ces articles seront publiés sous ma direction dans un ouvrage collectif ce printemps qui va arriver. Normalement, dans cet ouvrage, on a un ensemble de travaux. Le premier, c'est le travail de Juliette Sainton, qui a présenté l'analogie entre le créole haïtien et le créole guadeloupéen et a mis l'accent sur les souches, on va dire les souches africaines. Le deuxième travail, c'est le travail de Renaud Gauvin, qui a fait une comparaison entre le créole haïtien et le créole jamaïcain, et ce qui m'a paru très surprenant, c'est de voir, malgré la différence lexicale entre ces deux langues, une langue qui vient, bon, pas qui vient, mais une langue qui a des proximités avec le français, notre le créole, et une langue qui n'a rien à voir avec le français, le jamaïcain. Mais c'est de voir comment, au niveau de la désignation, au niveau de la lexicalisation, il y a une ressemblance énorme. Ça, c'est pour montrer combien l'esprit humain, il est traversé par des choses, et selon qu'on est américain, haïtien, français, etc., on est capable de faire des choses à partir de cette potentialité cognitive. Le troisième travail, c'est un travail de David Tézil. David Tézil, il est doctorant, bientôt il soutiendra sa thèse de doctorat à l'université Indiana, et il travaille sous la direction d'un linguiste éminent, créoliste, Albert Valmande, et il a montré qu'il y a une analogie au niveau de la nasalisation. Vous connaissez sans doute l'exemple, qu'est-ce qu'on dit en Haïti? On dit petite là, ou bien on dit maïa. Mais de nos jours, déjà en 1991, Albert Valmande a observé que les Haïtiens ils commencent à nasaliser des phonèmes en contexte non nasal. Parce qu'il y a une règle en linguistique qui veut que quand un phonème il est en contexte nasal, il est nasalisé. Mais il se trouve des mots qui ne sont pas en contexte nasal, mais qui sont nasalisés. Par exemple, aujourd'hui, on dit maïan, machéan. Normalement, dans la formule des choses, on dit maïa, maïa ou bien machéa. Et David Tézil, il a présenté ce travail qui nous paraît quand même une révolution au niveau du processus d'oralisation et de d'analysation, excusez-moi, en créole haïtien. Bon, le quatrième travail, c'est un travail que j'ai présenté, moi, sur la notion de lexicalisation et avec une fourchette que j'ai ouverte au niveau de ce qu'on pourrait appeler une sorte de mise en quarantaine de mots. On se rend compte, exemple très banal, de nos jours, il y a des noms haïtiens, surtout en nom propre, et on a tendance à oublier les noms propres des gens et on les remplace par des pseudonymes. C'est la raison pour laquelle des gens qui sont nés à partir de 1990 ou bien à partir de l'an 2000, ils ne connaissent pas trop le vrai nom de compère Philo. On dit compère Philo. Moi, c'est tout récemment, je savais qu'il s'appelait Anthony Pascal. Alors que c'est quelqu'un, tout le monde, même dans des cérémonies officielles, on l'appelle compère Philo. Caplim, c'est la même chose. On dit Caplim, on sort de Compéplim, on passe de Compéplim à Caplim, et puis après on prend Capé. C'est la même chose en français. De nos jours, les gens parlent de DSK. C'est comme si on a tendance à oublier le nom propre des gens, et ça se remplace par des noms qui sont forgés, ou bien par
distinction, ou bien vite par des sobriquets, pour une question on prend Jessifra, on prend Tonton Bichat. Il y a des gens qui ne connaissent même pas le vrai nom de Tonton Bichat, qui ne connaissent pas le vrai nom de Jessifra. J'ai travaillé sur cette question-là et j'ai montré que, effectivement, dans le processus de lexicalisation, on a fait des choses. Bénédicte Paul, c'est un économiste qui a montré que dans ce processus de lexicalisation et de sémantisation, les Haïtiens, pour dénommer les noms, les boutiques et les produits, ils procèdent par analogie. C'est la même chose pour Nelson Sylvestre, qui a montré dans le milieu religieux, on a trouvé un moyen par analogie de présenter la paix pour dire il y a la faim, il faut essayer de s'échapper, etc. Ensuite, il y a Frédéric Beaubrun, c'est quelqu'un qui vient de l'Université des Antilles, qui a présenté un travail, parce que depuis longtemps, il travaille pour l'université auprès des étudiants primo-arrivants. Il a montré que les gens travaillent, les gens apprennent le français guadeloupéen par analogie, même si c'est des gens qui n'avaient pas auparavant le français, étant créolophones ou bien des gens qui viennent de la République dominicaine, mais ils procèdent par analogie pour apprendre le français. Il y a Richard Richemont qui a fait un travail énorme sur le côté, sur l'expression BM de BM de harmonique, et puis après avec l'appli pour préparer la question de liquide ou encore toutes sortes de la relation entre le produit, ou du moins le liquide, l'eau, et puis cette question de sécrétion vaginale, comment il y a une sorte de proximité avec le mot BM et le mot l'appli. Encore, le 9e article, c'est un article de François Néder qui a été en Guadeloupe, qui a présenté des recherches sur la lexicalisation et il a montré comment le créole haïtien et le créole guadeloupéen développent un ensemble de phénomènes et par proximité, bien entendu, l'intercompréhension n'est pas toujours évidente, mais il se trouve que avec le procédé analogique, les gens sont capables de créer des mots. Et puis, pour finir, comme on m'a demandé de cesser de parler, il y a un autre article sur la sexualité, c'est le 11e article sur la sexualité, et c'est important parce que c'est un travail qui est écrit par Shirley Rivage, une femme, mais qui a brisé toutes sortes de tabous et qui a montré comment l'organe sexuel et les pratiques sexuelles sont désignés par des procédés analogiques. Vous les connaissez déjà, comment on dit quand on va faire l'amour et comment on désigne les actes sexuels et ce qu'on appelle la partie sexuelle, etc. Merci beaucoup. Je vous avouerai que je ne connais pas le vrai nom de Tonton Bichat. Je ne connais pas le vrai nom de Tonton Bichat. Non. Pour être honnête, là. Donc, on va enchaîner avec une pause musicale. Qui est souillé de G. Berry. Donc, pour conclure ce café, on va prendre des questions, une série de 4 questions. Donc, j'inviterai Jean-Baptiste Reymaret à se présenter et poser sa question à nos invités. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je salue la table, pas par analogie à la politique, mais surtout à la linguistique. Et je poserai très vite la question aux spécialistes de l'analogie qui nous ferment dans un carcan analogique. Je dis que l'analogie, comme tous les autres éléments qui aident à construire le vocabulaire, à faire une construction lexicale, participe de la construction cognitive. Et en tant que tel, l'esprit est capable de pas mal autre chose que l'analogie. Est-ce que l'analogie ne représente pas une toute pincée de sel pour construire le vocabulaire, pour faire une construction lexicale? Parce que grâce à la sémantique, il y a ce qu'on appelle la construction d'esprit. Donc, est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments plus forts
que l'analogie qui aide à construire le vocabulaire et que vous n'avez pas encore étudié. Merci beaucoup. Alors, je dis bonsoir et je félicite le panel ainsi que l'assistance. Et une félicitation particulière au professeur Gauvin. Nous, le professeur Gauvin bien lagué, même si je regrette pas l'antenne même très content de la guerre. En fait, je n'ai pas une question. Il faut me avancer. Merci. En fait, je n'ai pas une question, mais un commentaire. En fait, c'est par rapport à quelque chose que vous avez dit. Dans l'esprit de l'haïtien, d'une manière générale, il existe un Français qui est son modèle, qui est son idéal. C'est par rapport à ce que vous avez dit. Mais en fait, ce que je voudrais souligner, c'est qu'il n'existe pas un Français, mais des variétés de Français. Et beaucoup de francophiles et de francomanes, si je peux même oser le terme, parce qu'il y a un Français qu'il faudrait imiter et reproduire de manière systématique et automatique en Haïti. Comme j'ai été votre étudiant et je n'ai pas oublié, il y a un texte qui est extrêmement intéressant, il y a une fiche qui en parle, c'est le livre de Gilles Soufi et d'Om von Heimdorf, sans fiche pour comprendre la linguistique, qui a été publié chez l'édition du Brial en 2013. Et donc, ça, je pense que on devrait en parler davantage pendant que vous êtes en train de faire une sorte de linguistique contrastive, de comparaison entre le créole haïtien et les autres créoles, bien que, d'une certaine manière, je vois qu'on est en train de faire une quinzaine de la francophonie et on sait depuis Yves Desjans, d'éléments Haïti français en pays le français, ou le docteur Pradel Pompidou, et le problème linguistique haïtien, que le français, d'une manière ou d'une autre, c'est quelque chose qui est condamné à disparaître en Haïti ou à subir des mutations et à se restructurer. Merci. Bonsoir à tous et à toutes ce soir. Merci pour l'intervenant aussi de venir aussi ce soir, aussi de présenter leur thématique ce soir sur question de linguistique d'abord importante. Et ma question c'est que quels sont les phénomènes linguistiques prédominés de la langue française, dérivée latine, grecque, pendant laquelle des recherches scientifiques furent des éléments pratiques, des thèmes, ainsi que la langue a une portée littéraire d'abord. Est-ce que vous ne pouvez pas parler de l'importance de la diction, de la phonétique d'une langue, précisément la langue française? Merci. Je dis que quels sont les phénomènes linguistiques prédominés de la langue française, dérivée latine, grecque, pendant laquelle la recherche scientifique fut des éléments analogiques des thèmes, pourvu que la langue française est tout à fait connotation précisément littéraire de la littérature française du XVIIIe siècle, comme a été le siècle baroque et un siècle philosophique. D'abord, est-ce que vous pouvez parler la beauté d'une langue littéraire dans la phonétique et diction? D'abord, quelle est son importance? Pour en parler aussi ce soir. Bonsoir. Je remercie Madame la présentatrice et nos deux intervenants dont les noms évoquent pour nous une certaine analogie. Je ne sais pas par quelle magie on les a choisis, puisque M. Renaud évoque dans notre esprit une marque de voiture et M. Rochambeau, je le prends par analogie avec le fameux Rochambeau d'il y a 200 ans. Donc je les remercie pour leur manière de nous mettre dans l'ambiance de la francophonie. Merci. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir du tout compris la troisième question. La dernière n'a pas été véritablement une question, donc mon collègue Rochambeau éventuellement va réagir. C'est le grand Rochambeau, Renaud, c'est quand même... Je ne vois pas du tout l'analogie qu'il peut y avoir entre Renault et la marque de voiture, mais sur le plan de la sonorité, c'est exactement pareil. Là, on peut admettre. Mais pour la troisième question, j'avoue que je n'ai pas du tout compris. Est-ce qu'il faut que je comprenne que celui qui a posé la question, comme il a parlé de phénomènes qui prédominent en français, phénomènes linguistiques, il a évoqué le grec, le latin et autre chose. Je ne sais vraiment par quel bout prendre la question, mais j'ose quand même essayer de comprendre qu'il a voulu
il pourra reprendre le micro pour me corriger si je dis une bêtise par rapport à, si j'interprète mal ce qu'il a voulu dire. Peut-être qu'il a voulu faire quoi? Il souhaite savoir peut-être quel pourrait être l'apport de ces langues, le grec, le latin, etc. Je ne sais pas trop, mais je dirais très rapidement que le français, comme l'italien, le roumain, le portugais, l'espagnol, etc., c'est une langue romane, c'est-à-dire que le français et que le latin a beaucoup contribué à la naissance du français. Je ne sais pas, je suis certain de n'avoir pas du tout bien répondu à cette question, mais c'est tout ce que je crois avoir retenu. Je commencerai par mon collègue Remaret. Remaret, c'est quand on était à la faculté, c'était toujours quelqu'un qui c'est un fighter, comme le mot commence à émerger dans un certain français haïtien aujourd'hui. Donc c'est un combattant, mais c'est un polémicien surtout. Donc si tu vois une pointe de polémique dans sa question, à Remaret, il est comme ça, c'est normal, c'est made in Remaret. Remaret a dit que, pour conclure, il avait terminé, mais il est revenu à la barre en indiquant que notre corps est source de création lexicale sans l'analogie. Ça, je l'ai beaucoup apprécié, j'ai retenu, mais ça va dépendre de plusieurs facteurs. Je pense que dire que notre corps est source de création lexicale sans analogie, c'est peut-être ne pas très bien observer la manière dont nous, Haïtiens, nous nommons les choses. D'abord, il y a une question que je me pose, que je devrais lui poser, mais il ne va pas revenir sur le plateau. C'est de savoir de quelle langue il parle. Est-ce qu'il veut faire référence, comme on parlait, toi tu as parlé tout à l'heure des concepts, est-ce qu'il veut parler de la langue entre guillemets savante ou est-ce qu'il veut parler de réalité vernaculaire dans la langue? Observons la manière dont notre corps fonctionne, dont nous nommons les parties de notre corps. Tout est analogie, en créole en particulier. Par exemple, quand on dit derrière noikou pour la nuque, regardez le geste que je fais. Ça veut dire quelque chose, je n'ai pas besoin d'épiloguer plus loin. Quand on dit par exemple en bâti vente, est-ce qu'il y a un gros ventre, est-ce qu'il y a un petit ventre? Je ne sais pas. Regardez par exemple quand on dit par exemple kakon pied, on peut essayer de voir, je ne sais pas s'il y a une espèce d'analogie entre le corne, la corne du taureau, du bœuf et cette espèce de dénivellation qu'il y a au niveau du tibia, par exemple. Mais il a dit une chose qui est extrêmement intéressante, et là, je voulais rebondir dessus. Il a parlé de Remaret, en l'occurrence, de l'étymologie même de l'analogie. Il a voulu diviser l'analogie en deux éléments, ana et logos. Et je pense qu'il a très bien procédé parce que, justement, analogie vient de là. L'analogie, c'est quoi? L'une des manières de comprendre l'analogie, c'est de partir d'un élément connu et à partir de cet élément connu, on va nommer un nouvel élément connu, mais qui jusque-là était en réalité inconnu. Et l'analogie, c'est exactement ça, parce que ana veut dire porter en haut et logos, étude, description, etc. Porter en haut, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Qu'est-ce que ça peut avoir à voir avec l'analogie? Donc, on part d'un élément connu, en haut, et d'un élément non connu qui va être connu à partir de ce processus d'analogie de nomination. Donc, on part de cet élément en haut qui est connu, et de ça, on va nommer un autre élément. Donc, tu as raison, Remaret, mon cher ami, de parler de ana et de logos. Maintenant, est-ce que l'analogie représente qu'une infime partie de tous les éléments qui entrent en ligne de compte dans le processus de construction de mots, de construction lexicale, il a dit. Mais je crois que tu as raison. On n'a pas voulu dire que l'analogie était la seule manière, le seul procédé de construction. Mais bien évidemment, l'analogie occupe, étant donné que c'est le cœur de la pensée, étant donné que nous raisonnons à partir d'un processus analogique, lors même que nous ne nous rendrions pas compte, et là, l'analogie est partout. Donc, ce n'est pas que l'analogie qui intervient dans le processus de construction lexicale, mais l'analogie occupe une place très, très, très importante dans la construction lexicale. Et je terminerai sur le parler français qui
doit être envisagée comme plurielle. Je commencerai par préciser qu'une langue n'est jamais pratiquée de manière exactement uniforme d'une communauté à une autre, voire même d'une région à une autre à l'intérieur d'un même pays. La manière dont je pratique le créole est forcément différente de celle de quelqu'un du Grand Nord de pratiquer le créole. La manière à un Parisien de parler le français est de loin différente de la manière d'un Toulousain ou d'un Marseillais de pratiquer le français. D'ailleurs, le Toulousain, il est toulousain et pas toulousain, et il est français. Si c'est une fille, une femme, elle est française avant d'être toulousaine, etc. Donc ça, c'est toutes les langues qui connaissent cette expérience de variation. En dehors des variations, les langues n'existent pas. D'où 3 facteurs de variation dans les langues: la géographie, la société et le temps, en l'occurrence l'histoire. C'est ces 3 facteurs-là qui se combinent pour donner à la langue son élan d'évolution. Et toutes les langues connaissent en permanence ce processus, et je l'appelle bien un processus, ce processus de variation, d'où il existe des Français et pas le français. Moi, je ne parle pas le français. Je parle dans un français. Je ne parle même pas un français. Je parle dans un français. Aimeriez-vous prendre la parole? Bon, je souhaite dire quelque chose. Je souhaite reprendre une explication, surtout au niveau de l'analogie. Bien évidemment, on a expliqué la question de la création lexicale. Ça, c'est une analogie formelle. En dehors de l'analogie formelle, il y a un ensemble d'autres analogies que les chercheurs ont désignées. Par exemple, il y a l'analogie sémantique. À mon sens, l'analogie n'occupe pas une infime partie dans le processus d'organisation de la pensée. Effectivement, comme étant l'élan vital qui fait vibrer la catégorisation, d'un point de vue cognitif, l'analogie, c'est un élément cognitif. Et au niveau sémantique, on ne désigne pas uniquement par des procédés du type pardonné, pardonnable, impardonnable. Il y a des moyens où l'être humain, il est capable d'emprunter un mot qui est déjà consacré à un domaine, et il va l'emprunter pour le mettre dans un autre domaine. Et c'est ce qu'on a observé dans différents articles qui sont écrits par nos collègues. Par exemple, on prend le domaine de la sexualité. Si on prend un mot comme couper, couper dans le sens de diviser, etc. Ça, c'est le premier sens. Il y a un sens de base. Ce mot couper, selon qu'il est placé dans tel type de construction, il a un sens. Si couper est placé dans une construction où il y a un prédicat avec un premier, un sujet et un verbe, dans ce cas, le premier élément qu'on peut avoir, c'est une question de partage et de réciprocité. Et là, si on dit Robert dit moins coupé à Malène. Dans ce cas, on a cette question de partage, de réciprocité. Mais si Robert dit moins coupé Malène, dans ce cas-là, Malène étant considéré comme étant un objet, un patient. De ce point de vue-là, on a un autre sens. Donc il faut voir que le verbe couper a 2 sens ici dans le même domaine de la sexualité. Ça peut exister où le mot couper exprime une sorte de relation dans le sens d'un partage. Il y a la jouissance entre 2 partenaires, et dans ce cas, ça dépend de la constitution syntaxique. Et selon que ce même verbe, il n'y a pas d'objet qui suit le verbe, hein? Il n'y a pas d'objet. Là, on a un mot qui exprime dans ce sens, il n'y a pas de domination. Je pense que ça, c'est un exemple.
Et on peut prendre d'autres exemples qui existent dans la langue. La langue, ce n'est pas seulement la question de formation de mots par affixation. Un préfixe avant, un suffixe avant, et puis ça donne un mot. Quand on prend maringouin, on prend maringouintisé, on prend démaringouintisé. Avec le mot maringouin, qui c'est le mot de base, on ajoute le dé, ça fait une opposition, et si on met le suffixe et, ça donne un prédicat verbal, un lexème verbal. La langue, ce n'est pas seulement ça. Le mot analogie, c'est surtout de montrer que l'être humain est capable, dans des circonstances inattendues, dans des circonstances vraiment triviales, de trouver une réalité qui soit une réalité extraordinaire. C'est ça l'analogie. Par exemple, quand on a défini le mot analogie comme étant une sorte de mise en relation avec une ressemblance dissemblable, c'est que là, on produit des choses. Et ce qu'on a produit, c'est que n'est pas forcément, ne reprend pas forcément ce qui existait avant. C'est ce que Saussure a montré. Saussure a dit, il y a la relation entre le mot existant et le mot qui va naître après, mais le mot existant, le mot qui va naître après, ne va pas remplacer forcément le mot existant. Les deux vont continuer à vivre, mais il y a une façon pour structurer une pensée. Je vais partir d'un mot qui existe déjà, je vais ajouter ou bien un préfixe ou bien un suffixe, je vais créer un mot. Ça, c'est une première considération. Mais il y a des moments où je vais même prendre un mot qui a un sens au départ, qui n'a rien à voir avec le sens que je vais structurer. Eh bien, je prends le mot et je rajoute un sens complet. Par exemple, on prend Valdo. Je me rappelle, j'étais en France, Valdo a tué sa copine, ou du moins sa fiancée. Eh bien, un jour, j'étais à la fac de linguistique appliquée, j'ai entendu un étudiant qui a dit, ou un mec d'Imtrop, Talembral Valdo là, dans le sens que Valdo a tué Gino. Eh bien, le mot Valdo maintenant devient un co-référent de tuer. C'est que il aurait pu dire Mbaltuyo, mais il a préféré d'utiliser le mot Valdo, un nom propre qui n'a rien à voir avec un prédicat, mais il lui a chargé un autre sens. Et aujourd'hui, on peut se dire, est-ce que Valdo, c'est le synonyme du verbe tuer? Je ne crois pas. Mais dans ce contexte précis, le locuteur avait besoin de créer une image et de passer d'un sens ordinaire, Valdo, un être humain masculin, mais en fonction d'une réalité contextuelle qu'il connaissait, eh bien, il va ajouter à Valdo un autre sens, et Valdo, il y aura quand même un deuxième sens, et plus que comme le sens s'étend, on parle de ce qu'on pourrait appeler une sorte d'extension sémantique. Extension sémantique, c'est de partir du concret à l'abstrait. C'est qu'on avait un premier sens, Valdo, un être humain, ça c'est le concret, mais dès lors qu'on ajoute un sens abstrait à ce qui correspond à un être humain, eh bien le verbe touiller, qui n'a rien à voir avec Valdo, mais comme Valdo, dans un contexte historique précis, avait commis un crime, eh bien on va trouver dans ce contexte-là un moyen de charger un autre sens au verbe, au mot Valdo. Bien Valdo, il est à la fois un être humain, il est à la fois le synonyme du verbe touiller comme étant un prédicat. Même si dans la réalité grammaticale de la langue créole, Valdo n'est pas un verbe, il reste et demeure un nom propre, mais dans ce contexte précis, le locuteur a utilisé ce moyen pour créer une image, pour créer un sens, pour ajouter au sens concret de Valdo un sens abstrait. Merci. Merci, Dr. Rochambeau. Donc, sur ce, nous allons clôturer ce Café Philo du 20 mars, et j'aimerais remercier toute l'équipe qui a organisé ce Café Philo, tous les participants pour leur écoute et leur participation, et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Nous, c'est un seul père descend en bas à ma
chante, et puis moi, c'est même bitin, c'est même bitin. Ni ça qu'a fait plein des autres pour nous pas vivre ensemble. Mais vous et moi, c'est yon et l'autre, c'est yon dans l'autre. Mais là tout bitin brûlé, faut non fin calculer, faut yo apprendre peser, c'est qui bon ça y mauvais. Mais t'es en liberté,